Bien, donc, bienvenue à cette conférence. Nous sommes actuellement une centaine, 98 exactement, 98. Il y a 180 inscrits, j'imagine qu'ils vont arriver progressivement, mais nous n'allons pas perdre trop de temps. Et donc, je suis très heureux de pouvoir vous rencontrer pour cette conférence un peu particulière, puisqu'on est dans une situation exceptionnellement préoccupante et nous voilà amenés à saisir des opportunités, à faire des choix, la preuve d'une flexibilité accrue grâce à des modalités de traitement qui pourraient fonctionner au mieux dans des situations particulières et avec certains patients. Et donc, l'immersion forcée dans la thérapie à distance pourrait conduire à l'adoption plus généralisée de méthodes de connexion mixte entre collègues avec les patients, et cela de façon plus efficace et plus performante. Donc, c'est à la lecture de l'article de Rebecca Murphy, de Simona Calucci, de Zavra Cooper et de Ricardo Dallegrave, Challenge and Opportunities for CBT in Light of COVID-19 du Centre de recherche pour les troubles alimentaires à Oxford, que j'ai pensé qu'il y avait une opportunité à saisir et de pouvoir faire cette petite conférence. Et je remercie la Fédération Anorexie Boulimie et Sophie, Nathalie et Julien et Martine d'avoir préparé cette conférence avec moi. Et donc, il y a dans cette assemblée qui respecte naturellement rigoureusement la distanciation sociale, il y a actuellement 100 participants, il y a plus de 180 inscrits. Et bien sûr, il y a ceux qui ont une connaissance des thérapies recommandées dans les troubles alimentaires et la CBT, et ceux qui n'ont pas cette connaissance, mais qui sont certainement intéressés par la téléconsultation, la thérapie à distance et les troubles alimentaires. Alors, cette conférence, c'est une possibilité de communiquer entre collègues dans un contexte où nous avons peut-être conscience de faire quelque chose de significatif et peut-être de réduire le stress dans une situation critique où les incertitudes et les craintes sont en jeu. Et donc, cette séance d'information abordera 3 thèmes. Le premier thème concernera les aspects génériques des pratiques de consultation et de thérapie à distance. Le second concernera les conséquences de la pandémie au COVID-19. Et nous terminerons par les adaptations de la CBT à la thérapie à distance dans le contexte de la pandémie. Bien, il est clair que dans cette situation, la consultation et la thérapie à distance deviennent en quelque sorte la norme. Les thérapeutes et les patients doivent soudainement travailler différemment et faire face à de nouveaux problèmes. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, doivent soudainement travailler différemment et faire face à de nouveaux problèmes. Ils doivent prendre en compte et faire face à la distanciation sociale pour éviter la contagion et sa modalité la plus spectaculaire, le confinement. Et donc, la télésanté est soudainement devenue la norme. Et donc, ces thérapeutes doivent prendre en compte et faire face à l'anxiété et aux problèmes psychologiques des personnes qui sont confrontées à cette pandémie et aux nouvelles conditions de vie. Il doit prendre en compte les différences dans les capacités numériques des patients et aussi les différences d'espace et d'intimité des patients. Cette pandémie aggrave les conditions de précarité, les difficultés sociales. Et donc, le thérapeute va donc devoir s'adapter à une modalité technique que pour certains il découvre et à une psychopathologie qui évolue dans un contexte différent. Alors, d'abord, il faut rappeler qu'il est crucial de mettre en œuvre la thérapie en collaboration avec les patients et d'en discuter avec eux des modalités d'application. Donc, il faudra tenir des séances dans une salle fermée sans être interrompu, c'est-à-dire dans un lieu relativement tranquille, confidentiel, à l'abri des enfants, des parents, d'un conjoint, d'un colocataire et d'un animal de compagnie, ainsi que lors d'un groupe de parents par consultation à distance. Il y avait un chien qui constamment sautait sur les genoux de la maman, ce qui rendait l'entretien très, très désagréable. Et puis, quelquefois, travailler éventuellement avec un casque pour certains.
Alors, il y a un point qui me paraît important, c'est qu'il faut essayer de veiller à la stabilité de l'écran audio-vidéo, qu'il faut éclairer les visages afin de rendre accessible leur expression pour favoriser la perception des yeux, de la voix, de la posture et du geste. Alors, les appels audio seront probablement moins satisfaisants en termes de fidélité à la CBT en particulier et à la lance thérapeutique, car il ne sera pas possible de partager en direct du matériel à l'écran ou d'observer la communication non verbale. Étant donné les inégalités potentielles dans la fourniture du matériel numérique, il est important de faire preuve de souplesse quant à ce qui est possible. Dans certains cas, l'option audio est la seule possible et c'est généralement mieux que rien. Il peut être plus facile de le faire si le thérapeute et le patient se sont déjà rencontrés en personne, mais là encore, le confinement n'aide pas. Il y a souvent la possibilité de partager du matériel pédagogique et des documents éventuellement scannés ou photographiés par mail ou par courrier, en plus d'un appel téléphonique, ou encore de le lire pendant la séance. Le téléphone peut être une bonne option pour délivrer la guidance qui accompagne les versions imprimées de self-help ou d'auto-assistance, mais là encore, il faut choisir son manuel. Et donc, point important, c'est le thérapeute qui appelle le patient ou la patiente et met fin à la séance. Il doit utiliser son protocole de manière explicite et bien sûr maintenir les éléments clés de sa thérapie, ainsi que la durée de la séance, 40 à 50 minutes. Alors, dans les cas où il y a des interventions d'urgence qui peuvent être nécessaires, il convient naturellement d'y répondre de manière appropriée. Ça peut être des idées suicidaires. Mais bien sûr, avant d'appeler les urgences, il convient d'examiner si une telle menace est un moyen de communiquer la détresse au thérapeute et de réagir en conséquence. Il y a également, avant de commencer une thérapie à distance, utile de programmer un plan d'urgence en cas de perte de connexion à Internet. Alors, ce PowerPoint de cette conférence vous sera disponible à la fin de cette conférence. Et puis, nous passons rapidement aux exigences en matière de sécurité, de règlement et de risque générique de la thérapie à distance, qui nécessitent de mettre à jour régulièrement la sécurité des appareils ou la protection par un mot de passe. Chaque thérapeute doit examiner attentivement ces exigences avant de se lancer dans la thérapie en ligne. Bien sûr, le maintien de la confidentialité et le travail en toute sécurité peut poser des problèmes car certains systèmes ne sont pas sécurisés. Il en est de même pour le stockage sécurisé des informations sur notre ordinateur. Et bien sûr, il nous faut le consentement éclairé du patient et la nécessité d'obtenir des informations appropriées pour gérer les risques possibles. Et là, chacun sera renvoyé aux directives nationales qui devront être prises en compte et se conformer aux règlements relatifs à cette pratique. Alors, nous allons rentrer progressivement dans le sujet. Et d'abord, une notion de base sur les troubles alimentaires dans le contexte de la CBT. La CBT est une thérapie qui s'appuie sur un modèle transdiagnostique des troubles alimentaires. Et les troubles alimentaires sont considérés comme des troubles comportementaux et cognitifs aux conséquences émotionnelles et nutritionnelles. Les comportements sont d'abord restrictifs, qu'ils soient restrictifs ou hyperphagiques, et il y a un large spectre de gravité. Et sur le plan cognitif, quel que soit le trouble alimentaire, la personne conditionne sa valeur personnelle à travers un schéma dysfonctionnel des formes corporelles, du poids ou de l'alimentation, par exemple dans le trouble évitement et restriction de la prise alimentaire, et de contrôle des formes corporelles du poids et de l'alimentation. La CBT est une procédure thérapeutique recommandée en première intention dans plus de 19 recommandations internationales dans les troubles alimentaires du jeune adulte et de l'adulte, en particulier pour les accès hyperphagiques et la boulimie. Mais elle est aussi recommandée en seconde intention après la thérapie familiale spécifique de l'anorexie mentale ou de la boulimie, qu'on appelle FT
AN ou AFTBN, qui a été développée au Maudsley Institute à Londres et puis qui a été reprise par Locke et Lebranche sous le vocable de Family Based Therapy ou FBT. À l'exception de quelques indications spécifiques, donc, ce sont les deux grandes thérapies qui sont recommandées dans les troubles alimentaires. Aucune autre thérapie n'a fait la preuve d'une meilleure efficacité, mais la question que l'on se pose, et nous allons bien sûr y répondre positivement, est-ce que la CBT est bien adaptée à la consultation en ligne? Alors, la CBT est-elle adaptée à la thérapie à distance? Ce que l'on peut dire, c'est que les thérapies cognitivo-comportementales en général sont bien adaptées à la thérapie à distance et la CBT ne fait pas exception. Au contraire, elle est bien adaptée à de nombreux aspects de la thérapie à distance. Naturellement, le plus difficile est de fournir le traitement entièrement à distance, sans contact direct, et qui pourrait rendre plus difficile le développement d'une relation de collaboration. Cependant, avec cette technologie, il est toujours possible pour un patient ou un thérapeute de parler facilement à distance. La CBT souligne aussi l'importance de travailler sur des tâches spécifiques entre les séances thérapeutiques en vue d'un changement. Et le temps passé à travailler sans la présence du thérapeute est bien plus utile et important que le temps passé avec le thérapeute. La CBT est une thérapie structurée dans le temps de la séance et le temps de la thérapie. Elle donne au patient une compréhension déculpabilisante de sa situation et des conséquences de ses comportements. Et dans la CBT en ligne, il est aussi possible d'envoyer les documents par courriel ou avec certaines applications. Et alors, de manière assez intéressante, lorsqu'on fait de la thérapie à distance, ce que l'on constate, c'est que les patients et les patientes se sentent généralement à l'aise, car elles sont chez elles et elles semblent développer un sentiment de proximité avec le thérapeute. La thérapie se déroule au même endroit que celui où la personne passe son temps, ce qui permet d'éviter un effet dépendant du contexte de la salle de consultation du thérapeute. Et donc, avec la thérapie à distance, le patient est également moins susceptible d'attribuer les progrès au thérapeute et plus susceptible d'avoir un meilleur sentiment d'efficacité personnelle à la suite de ces progrès. La plupart des aspects communicationnels de la relation thérapeutique, c'est-à-dire l'expression du visage, les yeux, voire la posture ou les gestes, l'apparence physique, ne sont que légèrement compromis par les conditions de traitement, à condition, bien sûr, que la vidéo soit possible. Alors, très important, il est utile que le thérapeute fasse savoir au patient que la CBT est bien adaptée à de nombreux aspects du travail en ligne. Il faut la vendre dans une situation où les personnes peuvent avoir une certaine inquiétude, et normalement, nous le verrons avec les personnes qui ont un trouble alimentaire, cette difficulté de se montrer dans une vidéo. Cependant, le thérapeute devra être beaucoup plus attentif que d'habitude dans cette thérapie, cette modalité thérapeutique, aux pertes de motivation du patient, car l'engagement étant prioritaire dans ce mode de travail, il ne s'agit pas d'être distrait par d'autres éléments que la séance thérapeutique et le contenu de la thérapie. Alors, bien sûr, il peut y avoir des obstacles et la thérapie peut présenter des difficultés particulières pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec la technologie et ou qui ont peu d'intimité à la maison. J'ai une patiente, par exemple, qui devait faire les séances dans la salle de bain, voire dans les toilettes. Il y a aussi le problème pour beaucoup de patients de se voir dans les appels vidéo. Cela peut signifier qu'ils se concentrent davantage sur leur apparence et cela pourrait leur fournir une occasion supplémentaire de vérification corporelle qui est une des caractéristiques du trouble alimentaire. Avec certaines plateformes, la patiente ou le patient peut choisir de se cacher afin que le thérapeute ne puisse le voir et puisse se réexposer progressivement. Mais s'il y a des défis et s'il y a des obstacles, il y a aussi des avantages. C'est qu'il y a les appels vidéo peuvent être l'occasion pour le patient de développer une tolérance à se voir et à s'entraîner à ne pas vérifier son apparence de manière inutile.
Il peut également être important de développer cette tolérance, sinon cela pourrait poser des problèmes dans d'autres formes de socialisation virtuelle. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous pratiquent les apéros virtuels dans cette situation où les contacts sociaux sont, en face à face sont très limités. Et puis le thérapeute peut encourager la patiente à s'en servir comme d'une expérience pour recentrer son attention sur d'autres domaines de vie. Pour le patient, la téléconsultation est souvent plus pratique, moins coûteuse, elle perturbe moins sa vie quotidienne et cela peut signifier par exemple que des séances bi-hebdomadaires sont possibles comme c'est indiqué dans la CBTI dans la première phase ou pendant un mois, parfois un peu plus, la thérapie est bi-hebdomadaire. Alors voilà un peu le témoignage d'une patiente. Je n'aime pas utiliser le téléphone ou les appels vidéo. Je ne veux pas me voir, mais je veux voir la personne à qui je parle. Le problème est que vous n'obtenez pas les mêmes niveaux de communication non verbale. Vous avez vraiment besoin et ça va être difficile. Et donc, cette ambivalence devra être abordée. Alors, quels sont les problèmes principaux liés à la pandémie? Les trois problèmes principaux, c'est l'isolement social prolongé, c'est la peur associée à une infection éventuelle et ce sont les tensions relationnelles et les tensions familiales qui peuvent interagir négativement avec la psychopathologie du trouble alimentaire et la CBTI. Si les patients ne vivent pas seuls, le fait de passer plus de temps avec d'autres personnes peut entraîner des tensions supplémentaires. Cependant, ces problèmes peuvent également devenir des opportunités potentielles pour améliorer le résultat des traitements. Certains patients trouvent que passer plus de temps avec leurs proches à la maison est un soutien, et ce soutien est une aide lors de la mise en œuvre de la CBTI. Alors, quels sont les problèmes liés au COVID-19 chez les personnes qui ont un trouble alimentaire avant d'aborder la CBTI en elle-même? Donc, faire du traitement une priorité, surévaluation des formes corporelles et du poids, le régime alimentaire strict, les accès hyperphagiques, l'exercice, le sous-poids et les comorbidités. Alors, faire du traitement une priorité. Certains patients peuvent avoir du mal à se concentrer sur les problèmes alimentaires lors d'une séance de thérapie et vouloir passer du temps à parler du COVID-19. Les patients qui cherchent ou reçoivent un traitement peuvent se sentir coupables dans cette situation et penser ne pas mériter un traitement à la lumière de l'attention portée par les médias à cette pandémie. Et donc, il leur sera peut-être encore plus difficile de faire part de leurs préoccupations concernant leur alimentation, leur forme corporelle et leur poids, au cas où ceci leur semblerait anodine, ces préoccupations, par rapport aux problèmes de la pandémie. Mais de manière plus positive, pour les patients qui ont une réduction de leur charge de travail ou de leurs engagements sociaux, cela peut être aussi une opportunité et une occasion de vraiment se concentrer, de concentrer leurs efforts sur le traitement avec moins de nécessité d'engagement concurrent. Alors, ils vont devoir s'adapter aux aspects de la vie qui leur semblent hors contrôle, pas de vacances, ne pas pouvoir rencontrer ses amis, un grand-parent malade, pas de sport le mercredi, pour les étudiants, la suppression des examens. Et donc, ils ne vont plus pouvoir se fixer des objectifs. Et donc, ça va nécessiter de travailler ces dimensions. Et donc, c'est en quelque sorte une opportunité. Et donc, ça correspond à la position de la CBTI, selon laquelle plus on met d'efforts dans le traitement et plus on a de chances de s'en sortir. Dans le contexte actuel, les thérapeutes et les patients peuvent prendre moins de pauses, de vacances, et cela peut aussi contribuer à maintenir l'élan thérapeutique. Alors,
concernant la surévaluation des formes corporelles et du poids, il est clair que le désir de contrôler son alimentation, ses formes corporelles et son poids sont souvent intensifiés. C'est une période plus stressante, où d'autres aspects de la vie, comme nous l'avons dit, sont hors contrôle. Et puis, il y a la peur et l'anxiété associées au risque accru, au risque plutôt d'être infecté par le Covid-19. Et donc, l'auto-évaluation focalisée sur l'alimentation, les formes corporelles, n'est pas apaisée par la restriction des possibilités dans le domaine de vie et le manque d'opportunités pour se développer et s'investir. Et puis, les préoccupations relatives à l'alimentation au cœur peuvent rester dominantes car il n'y a pas d'autres intérêts ou d'activités concurrentes. Il y a des difficultés d'apporter certaines expressions de la surévaluation des formes corporelles, par exemple par l'évitement imposé d'activités où le corps est engagé, alors que d'autres formes d'expression peuvent être intensifiées, comme l'examen du corps ou l'étiquetage des émotions négatives lorsque la personne se sent grosse. Et puis, il y a l'isolement social, qui font que les gens ont moins de possibilités d'interagir avec des personnes souffrant de troubles d'alimentation, mais aussi avec d'autres personnes. Et cela peut les conduire à une utilisation accrue de médias sociaux qui peut en fait exacerber leurs préoccupations. Concernant la surévaluation des formes corporelles et du poids, il y a des problèmes, mais il y a aussi des opportunités. C'est que certains patients rapportent que les précautions adoptées pour prévenir l'infection les aident à se distraire des préoccupations pour l'alimentation, les formes corporelles et le poids, et que de manière plus positive, les patients peuvent être moins préoccupés par leur apparence et leur alimentation, étant donné l'accent mis sur le Covid-19 et la réduction des activités sociales. Concernant le régime alimentaire strict, pour les patients qui sont en restriction effective, en régime strict, il est difficile d'obtenir leurs aliments diététiques particuliers. Ou si les patientes essayent de reprendre du poids, les aliments qu'elles avaient prévu de manger peuvent ne pas être disponibles. Et il est aussi difficile, voire impossible, de respecter certaines habitudes telles que les repas avec des amis ou au restaurant. Et si les patientes, et ça c'est une situation tout à fait intéressante et importante, si les patientes sont des travailleurs ou des travailleuses de première ligne, ils peuvent être beaucoup plus occupés que d'habitude et il peut leur être beaucoup plus difficile de trouver le temps pour manger régulièrement et donc s'investir dans la thérapie et même d'acheter de la nourriture. Et donc dans cette situation-là, il est parfois nécessaire de reporter la thérapie ou alors de les engager à réduire leur activité professionnelle. Dans une thérapie d'un trouble anorexique ou boulimique, les engagements concurrents sont trop importants, sont une contre-indication à la conduite de cette thérapie qui nécessite beaucoup d'attention et beaucoup de concentration. Alors, il y a aussi des aspects positifs concernant la restriction alimentaire. Ça amène les patients qui ont une diversité de choix moins importante ou des difficultés d'achat d'aliments, ça va les amener à devoir être plus flexibles quant à leur manière de s'alimenter. Et puis, durant cette période, eh bien, on ne peut pas justifier je suis trop occupé pour manger ou j'ai du mal à intégrer un repas régulier dans l'emploi du temps. Donc, il y a là une opportunité. Okay. Donc, voilà les accès hyperphagiques, donc difficulté d'obtenir des aliments sains, présence de nourriture à la maison toute la journée, nécessité d'acheter en gros, donc absence de structure utile dans les routines de travail habituelles, stress de ne pouvoir acheter de la nourriture, mais aussi une opportunité, c'est qu'il est souvent plus difficile d'acheter de la nourriture en abondance. Alors, donc, concernant l'activité physique, les problèmes, c'est que les patients qui font des activités physiques contrôlantes des formes corporelles et du poids peuvent avoir plus de mal à manger, étant donné les possibilités limitées d'exercice.
ou les patientes qui font de l'exercice physique pour moduler leur humeur sont susceptibles aussi d'avoir plus de difficultés et peuvent alors alterner des comportements de restriction alimentaire avec des accès hyperphagiques. Mais aussi, opportunité, et c'est ce que nous observons notamment chez les adolescents, c'est que le confinement réduisant l'activité physique, ça les conduit à avoir une meilleure prise de poids. Et concernant le sous-poids, les patientes en sous-poids souffrant d'un trouble alimentaire sont plus exposées aussi aux complications médicales liées à la nutrition et donc dans cette période peuvent ou avaient en tout cas plus de difficultés à avoir accès aux traitements médicaux. Et donc, cela nécessitait de travailler généralement, en tout cas ici en Belgique, ce que nous avons fait, parce qu'à un moment donné, il n'était plus possible d'hospitaliser les patients dans les hôpitaux. Donc, nous avons travaillé avec les médecins traitants, notamment pour les suivis de biologie du sang et les suppléments nutritionnels pour éviter certains problèmes liés à la réalimentation. Et puis, dans le cas de patients sous-poids, il peut être aussi plus difficile d'aider les patients à reconnaître les conséquences négatives du trouble alimentaire et des aspects de la vie qui leur échappent durant cette période. Et puis, tout le monde est plus limité dans les activités sociales et donc les conséquences négatives du trouble alimentaire peuvent être moins apparentes. Et puis, dernier problème, les comorbidités. Chez les patients qui souffrent d'un trouble alimentaire en comorbidité avec d'autres affections comme la dépression clinique, le trouble anxieux, le trouble obsessionnel compulsif, le trouble post-traumatique ou le trouble lié à la consommation d'urgence, il peut y avoir une augmentation des ruminations et donc des préoccupations et de l'anxiété déclenchées par la pandémie. Et celle-ci peut donc aggraver la comorbidité. À son tour, celle-ci aggrave la psychopathologie du trouble alimentaire. Et puis, par ailleurs, il y a cette catégorie particulière des patients qui, souffrant d'accès hyperphagique et que cette hyperphagie est associée au surpoids, une obésité ou un diabète, eh bien, ils semblent être plus exposés aux conséquences négatives du COVID-19 sur la santé. Cela peut signifier que les patients souffrant d'accès hyperphagique peuvent être aussi plus anxieux durant cette période. Cependant, il y a lieu, bien sûr, de les informer que de manger régulièrement et réduire le risque d'hyperphagie sont des objectifs utiles à atteindre. Pour ceux qui n'ont pas connaissance de la CBT, c'est une thérapie extrêmement bien structurée. On considère que c'est probablement un des meilleurs manuels de traitement TCC, toute problématique confondue. Donc, c'est un bouquin absolument remarquable qui est élaboré par Fairburn, qui vient d'accéder à l'Emerita à Oxford, qui était professeur de psychiatrie, et qui a développé cette thérapie à la fin des années 70 sur la base d'un modèle cognitivo-comportemental des troubles alimentaires. Il raconte ça dans une conférence auquel vous pourriez avoir accès, mais je vous donnerai les coordonnées sur l'historique de la CBT. Je vous donnerai les coordonnées pour avoir accès à cette conférence si vous le souhaitez. Donc, cette thérapie ne débute pas avant une évaluation, bien sûr, et puis quand l'évaluation conclut qu'on peut s'engager dans la thérapie, il y a 4 étapes. Une étape de 2 séances par semaine qu'on appelle bien débuter pour mettre en place la base de la thérapie, engager le patient dans le traitement et surtout, ça c'est très important, mettre en place des changements rapides du comportement alimentaire. Ça, c'est un élément essentiel. C'est ce qui va conduire dans les études, notamment qui ont été faites par Walter, à l'alliance thérapeutique. Donc, ce n'est pas l'alliance thérapeutique qui conduit au changement, c'est les changements rapides en début de traitement qui conduisent à l'alliance thérapeutique. Alors, l'étape 2 consiste en une séance ou 2 pour faire le point, résumer les progrès et identifier les barrières qui sont apparues au cours de ces 8 premières séances durant 1 mois, barrières au changement, afin d'organiser la 3e étape qui, elle, va s'élargir à d'autres domaines que l'alimentation et notamment s'attaquer aux principaux facteurs de maintien avec des modules spécifiques qui sont décrits dans le manuel pour aborder l'image corporelle, l'auto-évaluation, la comparaison sociale, la sensation d'être gros, la restriction cognitive, la restriction alimentaire, les événements de vie, l'humeur, l'alimentation, les revers, l'état d'esprit, mindset, ce sont ces ruminations,
et les relations interpersonnelles. En fonction donc de la formulation, nous allons y arriver, eh bien, on organise l'étape 3. Et puis, dans la boulimie et dans les accès hyperphagiques, c'est une thérapie qui dure 6 mois. Dans l'anorexie mentale, c'est de 11 mois à 1 an. Et on passe donc à ce moment-là une fois par semaine. Et puis, quand cette thérapie arrive à la fin, il y a ce qu'on appelle le bien terminé, qui vise au maintien des changements et à minimiser le risque de rechute. Bien sûr, avant d'engager toute thérapie, une phase d'évaluation. Et donc, durant cette phase, comme le soulignait Annick, il peut sembler indispensable de rencontrer la patiente en face à face, mais dans certains cas, il peut être possible d'envisager, s'il est possible d'envisager de reporter la thérapie jusqu'à ce que cela soit possible, par exemple en cas d'engagement concurrent. L'attitude, y aurait-il vraiment un meilleur moment que maintenant pour traiter votre trouble alimentaire, peut être une manière utile de communiquer avec le patient pour engager la thérapie d'emblée sur un mode de thérapie à distance. Et dans ce contexte de la pandémie à Covid-19, cela ne sera pas possible d'engager normalement en face à face. Et donc, si le patient et le thérapeute sont disponibles et souhaitent engager le traitement, ils peuvent le faire. Et il faut souligner les aspects positifs potentiels de certains changements environnementaux, comme ce confinement à la maison. Pour un certain nombre de patients, c'est une opportunité plutôt qu'un problème. Ce mode de travail exige bien sûr que le patient et le thérapeute soient en mesure d'administrer la CBT en toute sécurité. Quand on parle de sécurité, ce n'est pas la sécurité informatique, c'est la sécurité somatique, médicale et psychologique. Et donc, si le patient présente un risque élevé avec un IMC inférieur à 16 ou une perte de poids rapide de plus d'1 kilo par semaine ou encore des comportements de purge pluriquotidiens durant les 8 dernières semaines, bien, si de toute façon il est important de travailler en équipe et en pluridisciplinaire, dans ces situations-là, une évaluation médicale naturellement est d'autant plus indispensable pour déterminer si la thérapie à distance est appropriée. Si un patient présente un risque élevé de dommages immédiats, il est peu probable que ce mode de travail soit approprié. Toutefois, le clinicien devra faire preuve de faiblesse car dans la décision de traiter les patients sous poids avec la CBT en ligne, cela peut être nécessaire car les centres hospitaliers à un moment donné avaient cessé d'admettre des patients de traitement en ligne et que c'était le seul traitement disponible pour de nombreux patients. Il est important bien sûr de prendre en compte les conséquences de l'absence de traitement pendant cette période car d'autres modèles de traitement seront confrontés à des défis similaires durant la pandémie. Et donc, afin de gérer les risques, il est important, avant de commencer la thérapie, de mettre un système d'intervention de crise au niveau local. Alors, identifier les obstacles au traitement. Identifier les obstacles au traitement, cela ne diffère pas de la CBT standard. Les contre-indications de la CBT standard sont une dépression clinique non traitée, une toxicomanie quotidienne, dont l'alcoolisme, ou des engagements concurrents, je vous en ai déjà parlé. Et notamment pour les professionnels engagés de première ligne qui sont fortement engagés dans les problèmes de traitement ou dans l'activité clinique du Covid-19, cela peut naturellement fortement perturber une thérapie et donc il faut vraiment discuter avec le patient ou la patiente. Alors, d'autre part, il faut veiller à voir si la technique, il y a des difficultés à utiliser la technologie en ligne ou à participer aux séances en ligne prévues. Et bien sûr, demander aux patients ce qu'ils pensent du traitement en ligne permet d'identifier les obstacles éventuels plutôt que avant de s'engager dans la thérapie. Le thérapeute doit faire savoir aux patientes que la thérapie en ligne n'est pas la meilleure façon de dispenser la CBT. Mais qu'en travaillant ensemble pour surmonter certains obstacles inévitables, le traitement peut être bien dispensé et a de bonnes chances de réussir. En tout cas, nous en faisons l'expérience ici depuis 2 mois et ça donne de bons résultats. Le besoin de routine et de structure a été souligné comme étant crucial pour les patients afin de faire face aux changements lors de la thérapie. Et dans ce contexte de confinement, c'est
en quelque sorte un peu une opportunité. C'est assez étonnant et c'est assez intéressant. Mais naturellement, l'ennui peut conduire à des préoccupations accrues concernant les troubles alimentaires et donc il faut y être attentif. Alors, concernant la nature et la gravité de la psychopathologie du trouble alimentaire, je n'ai rien à dire de particulier. C'est comme dans la forme standard. Il y a un questionnaire qui se trouve dans le manuel et qui est tout à fait bien fait, exhaustif. Alors, bien sûr, il va falloir expliquer en quoi consiste le traitement. Alors, expliquer en quoi consiste le traitement, ce n'est pas seulement ce que je vous explique concernant la CBTI standard, c'est aussi la situation particulière qui nécessite des modifications par rapport à la procédure standard. Cependant, ces modifications vont être, vous allez voir, assez minimes. Donc, il va falloir consacrer un temps à la discussion sur la manière dont les sessions en ligne seront menées. Et ce que je vous disais, lorsqu'il s'agit d'avoir des sessions bi-hebdomadaires, eh bien, une session en ligne est quelque chose qui facilite en fait le traitement. Alors, la dépression traitée, ça veut dire une dépression qui répond à un autre traitement ou un traitement antidépresseur, n'est absolument pas une contre-indication à la CBT. Par contre, un patient qui est très déprimé, a fortiori mélancolique, mais très déprimé, avec une inhibition de l'action importante, aura des difficultés à utiliser les outils que je vais vous présenter concernant la CBTI. Donc, la dépression traitée qui répond à un traitement particulier, un traitement antidépresseur, n'est pas une contre-indication à la CBT. La toxicomanie quotidienne, oui, c'est un gros problème. Et ça, c'est une contre-indication quasi absolue. Par contre, le trouble obsessionnel compulsif n'est pas une contre-indication, au contraire, puisque le trouble obsessionnel compulsif est généralement renforcé par le trouble obsessionnel compulsif est généralement renforcé par la restriction cognitive et par la dénutrition. Donc, avant de traiter un trouble obsessionnel compulsif, il faut d'abord traiter le trouble alimentaire. Ça, c'est un point très, très important. Une patiente qui a un trouble obsessionnel compulsif, il faut d'abord traiter le trouble alimentaire avant de traiter le trouble obsessionnel compulsif. La phobie sociale n'est pas une contre-indication puisqu'elle est souvent associée, une comorbidité très fréquente. Donc, l'obésité non plus. Les engagements concurrents, nous en avons parlé. Et puis, effectivement, un IMC inférieur à 18 n'est pas une contre-indication. Par contre, 14, certainement. 16, ça peut encore se discuter. Ça dépend de la pratique et de l'habitude du thérapeute. Et puis, l'absence de matériel audio et vidéo, effectivement, rend la pratique de la thérapie à distance un peu compliquée. Oui, voilà, je vous partage les résultats. Excusez-moi, je ne l'avais pas fait. Donc, dépression traitée n'est pas une contre-indication. Toxicomanie, oui. Trouble obsessionnel compulsif, certainement pas. La phobie sociale, non. L'obésité, non. Les engagements concurrents, oui. Ça se discute. Un sous-poids très important, bien sûr, ça peut poser des problèmes. Il faut alors passer par une phase éventuellement hospitalière. Et puis, l'absence de matériel audio ou vidéo, effectivement, ça rend la pratique de la téléthérapie à distance un peu compliquée. Et impossible. Voilà. Alors, l'évaluation est en fait, on engage la thérapie. Et donc, la première tâche, et ça c'est décrit dans le manuel, dans la forme standard de la CBTI, eh bien, la tâche du thérapeute, ça va de préparer le patient à une procédure de routine qui est toujours de fixer au début d'entretien un agenda de la séance et de le suivre, comme il y aura un agenda de la thérapie, vous allez voir. Et donc, cela ne nécessite aucune modification par rapport à la norme CBTI. Il se peut que les patients, au cours des entretiens, souhaitent passer la séance à parler des inquiétudes et des conséquences de la pandémie du Covid-19. Comme c'est le cas,
pour la CBT standard où un patient souhaiterait passer du temps à parler d'autres sujets que du trouble alimentaire. Alors, ça, c'est un élément extrêmement crucial. Et donc, il faut ramener la thérapie sur le dépassement du trouble alimentaire. Et généralement, il est tout à fait possible d'établir un lien direct entre ces inquiétudes et la procédure thérapeutique. Par exemple, lors de la planification des repas, tout changement de la disponibilité des aliments liés à la pandémie peut devoir être discuté dans le cadre d'une alimentation régulière. Et le thérapeute, bien sûr, valide les préoccupations naturelles d'un patient concernant le Covid-19 et ses conséquences, tout en expliquant qu'il est crucial d'axer la thérapie sur le dépassement du trouble alimentaire. Utiliser l'expérience du patient en matière de tolérance à l'anxiété dans son traitement du trouble alimentaire peut l'aider aussi à gérer son anxiété concernant le Covid-19. Si le patient progresse dans la résolution de son problème alimentaire, cela signifie qu'il est mieux à même de faire face aux difficultés de la situation actuelle et c'est généralement assez spectaculaire en thérapie. Alors, premier élément, premier outil de base extrêmement important que dans les TCC, mais aussi bien sûr dans la cognitive behavioral thérapie des troubles alimentaires, c'est dès la première séance, après avoir bien expliqué l'agenda de la thérapie, ça va être de créer conjointement ce qu'on appelle une formulation. La formulation, elle se base sur un modèle que vous trouvez, qui est aussi disponible à Oxford. Et il y a différents modèles en fonction des différentes modalités, des différentes formes de troubles alimentaires. Il y a une formulation pour l'anorexie, pour les formes subcliniques, pour l'hyperphagie, pour la boulimie. Donc, si vous allez sur le site à Oxford, qui est le site Credo, C-R-E-D-R-O, C-R-E-D-O, donc vous avez l'adresse mail, vous trouverez le site internet, vous trouverez tous ces outils en anglais avec pas mal d'informations intéressantes. Pour que la formulation soit toujours élaborée de manière collaborative, bien sûr, il est nécessaire que qu'il y ait un échange durant la construction de cette formulation conjointe entre le thérapeute et le patient. C'est le patient qui dessine sa formulation avec les explications du thérapeute. Et donc, il faut qu'il présente régulièrement à la caméra l'image qu'il crée, et puis l'image finale pourrait être éventuellement scannée et partagée via le partage d'écran ou autre durant les séances suivantes, puisque durant chaque séance, il faudra que le patient ait son carnet d'auto-enregistrement et la copie de la formulation qui est élaborée et qui sera revue lors de la seconde séance. Nous allons voir ça. Alors, bien sûr, si la plateforme vidéo le permet, on peut utiliser la fonction tableau blanc de certaines plateformes de communication. J'ai essayé de l'utiliser, ça n'a pas été d'un résultat extraordinaire, donc autant utiliser l'écran pour faire cette formulation. Alors, durant la première étape, simplement, on observe une routine, on va expliquer la routine, et en fin de séance, informer la patiente des tâches qui lui sont redemandées à domicile, de résumer la séance et d'organiser le prochain rendez-vous. Il n'y a en cela aucune modification par rapport à la forme standard. Deuxième outil important, c'est l'auto-observation en temps réel. Alors, généralement, on utilise le papier. Et cette auto-observation va se faire suivant une procédure qui est bien expliquée dans la procédure standard. Et la voilà, donc vous en avez l'illustration. Et on peut, si le patient dispose d'une imprimante à la maison, le thérapeute peut envoyer un modèle de l'auto-observation par courriel afin que celle-ci puisse être effectuée avec du papier et du stylo. Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante à la maison, c'est plus difficile. Il est possible d'envoyer des copies aux patients par courrier, mais si cela n'est pas possible, le patient peut, en essayant, plier une feuille de papier pour créer des colonnes en utilisant une règle pour dessiner et écrire les titres en haut. Alors, certains patients utilisent leur smartphone, soit en utilisant l'application Note ou Word, et il est très important de bien respecter ces colonnes. En début de traitement, ce seront les premières colonnes qui seront intéressantes, et puis très rapidement, c'est la 6e colonne qui deviendra la plus utile.
Alors, il y a des alternatives. Vous en connaissez une en France, c'est Blue Body. Et puis, il y a une autre application qui s'appelle Feel It qui peuvent aider le patient à son auto-enregistrement. Mais ce qui est fondamental dans ces auto-enregistrements, c'est qu'il puisse faire une relation entre le contexte dans lequel il est et les comportements de restriction alimentaire. Et ce qu'il va découvrir, c'est que la restriction cognitive et la restriction alimentaire conduisent aux accès hyperphagiques et à la boulimie. Alors, les patients ont parfois quelques difficultés à mettre en place ce cahier d'auto-observation jusqu'à ce qu'au moment où, revenant en séance pour le commenter, ils découvrent eux-mêmes les relations de cause en effet entre des situations et leur comportement. Donc, c'est un outil fondamental. Il ne faut jamais s'en passer. Ce cahier d'auto-observation, ce n'est pas un carnet alimentaire où on regarde ce que le patient a mangé. Non, ce n'est pas cela. C'est de faire une relation entre des contextes et des comportements et des cognitions et des émotions. Cet enregistrement, il va être revu à chaque séance. Et donc là, on suit la même procédure que dans la procédure standard. La lecture se fait en séance durant la première phase. Par la suite, le patient aura appris l'utilité de ces enregistrements et ce qu'on lui demandera, c'est de les envoyer au thérapeute avant la séance. Et comme ça, il pourra être scanné pour le dossier ou photographié ou copié, en veillant aux questions de sécurité et de confidentialité. Alors, si cette méthode n'est pas possible, une autre option peut consister à guider le patient pour qu'il fasse parcourir brièvement les enregistrements au thérapeute en début de séance, mais cela en troisième phase. Troisième outil, la pesée collaborative. Alors, qu'est-ce que c'est la pesée collaborative? C'est un aspect crucial de la CBT. C'est que dans la procédure standard, la pesée collaborative s'effectue habituellement en séance, y compris l'examen conjoint du graphique de poids qui est tenu par le thérapeute. Donc, le patient tient son carnet d'auto-observation, le thérapeute conserve le graphique de poids, mais le patient peut en avoir une copie, bien sûr. Mais dans la procédure en ligne, naturellement, cela n'est pas possible. Et donc, le plus simple est que le patient se pèse avant la thérapie, note le chiffre du poids ou le photographie le chiffre sur la balance pour le montrer au thérapeute. Et donc, le thérapeute est responsable de la préparation et de la tenue du graphique de poids, comme dans la procédure standard, et le partage d'écran est utilisé si le système le permet. Et donc, le thérapeute vient bien sûr monter le graphique devant la vidéo, à la caméra. Alors, dans la pratique standard, le patient est préparé progressivement à utiliser sa propre balance. Et par exemple, il y aura un calibrage entre la balance du thérapeute et la balance du patient dans le cadre de la CBT standard. Mais dans cette situation, la balance du thérapeute ne va pas pouvoir être utilisée, donc c'est la balance du patient qui va faire référence. Et donc, c'est une opportunité pour apprendre le patient à être plus flexible par rapport à l'erreur qui peut entourer des lectures ou lorsqu'il visionne le chiffre qui apparaît sur sa balance. Alors, autre point, informer le patient sur les troubles alimentaires, de la psychoéducation. Alors, ça ne nécessite pas de modification par rapport à leur CBT. Et l'utilisation de la lecture guidée d'un document d'auto-aide peut être encouragée si elle est adaptée à la problématique. Alors, quatrième point important de la CBT, c'est la planification des heures des repas et des collations. Donc, lorsqu'un patient, notamment que ce soit dans l'anorexie mentale ou dans les accès hyperphagiques, mais dans les aspects hyperphagiques et dans la boulimie, les patients en découvrent très rapidement l'utilité. La mise en place d'une structure alimentaire et de définir très clairement dans un plan de traitement les heures des repas est quelque chose de fondamental. Si vous avez l'expérience de l'hospitalisation, vous savez que lorsqu'un patient est hospitalisé et n'a plus accès à la nourriture de manière chaotique, avec une régularité des repas, eh bien, après 2-3 semaines, l'organisme apprend à cette régularité des repas et cela va avoir un effet très fort sur l'arrêt
des accès hyperphagiques, ce qui va mettre le patient en confiance avec les thérapeutes. Et c'est pour cela que cet élément est fondamental dans la thérapie TCC et CBTI, puisque c'est sur cette base-là que va se créer la confiance avec le thérapeute. Et dans la situation du Covid-19, les patients peuvent avoir plus de temps pour planifier leur alimentation et il faut s'assurer qu'ils mangent régulièrement. Cependant, il peut être plus difficile, naturellement, d'acheter des aliments acceptables. La situation du confinement peut aussi être utile dans le cadre de la CBT pour les patients qui manquent de structure dans leur alimentation. Et donc, planifier les repas, créer une structure. Et dans ce plan de repas, on peut aussi inclure des activités entre les repas, puisqu'il y a un certain ennui et puis il y a une situation un petit peu de solitude dans cette situation de Covid-19. Et donc, on peut associer à la planification des heures des repas, on peut associer des activités qui permettent aux patients de se distraire de ces préoccupations alimentaires. Alors, il faut encourager le patient à éviter de passer trop de temps dans la cuisine. Si les patients risquent de faire des excès alimentaires pendant la cuisson et en raison de la faim, on peut les engager à préparer les repas à des moments plus sûrs, en général en début de journée, et puis de partager les aliments en prévision d'autres moments plus risqués, souvent l'après-midi. Et les activités alternatives peuvent être aussi plus contraignantes et peuvent ne pas être sociales, mais le thérapeute peut aider le patient à dresser une liste d'activités engageantes qui ne sont pas compatibles avec l'alimentation. Alors, voilà le témoignage de 2 patients. J'aime la structure et la routine, alors que mon mari et mes enfants sont à l'opposé, ce qui me pose des problèmes. Alors, merci de nous rappeler que notre fille, puisqu'on engage aussi des proches dans ce type de thérapie, mais pas comme dans une thérapie familiale, merci de nous rappeler que notre fille pourrait apprécier d'être mieux aidée que d'habitude à planifier des activités pour la tenir occupée pendant ces temps chaotiques. Autre point important, c'est de prendre en compte le style d'alimentation du patient, s'il y a des vomissements, des purges, un sentiment de solitude, mais qui ne nécessite pas de modification par rapport à la procédure standard. Il y a lieu de lutter contre les exercices excessifs, puisque l'isolement donne la possibilité de rompre avec ces exercices inutiles et excessifs. Et la possibilité de limiter, de marcher, de faire de l'exercice peut accroître la peur de prendre du poids. Alors, certains exercices sains et planifiés peuvent être effectués à la maison. Par exemple, avec les jeunes, ce que nous leur proposons, parce qu'ils sont en difficulté lorsqu'ils doivent arrêter toute activité physique, c'est de faire des activités légères accompagnées de vidéos sur YouTube, par exemple, qui durent 10 minutes, un quart d'heure. Ça peut être des étirements, ça peut être des abdominaux, mais tout cela de manière légère et accompagnée, avec une limite dans le temps qui est la limite de la vidéo. Alors, certains patients peuvent naturellement faire ça par excès, mais ce qu'on essaye d'avoir dans la thérapie, c'est de la transparence et que le patient puisse nous parler au travers de son cahier d'auto-observation. Ces séances, quand il fait une activité physique, il le note dans son carnet et il note ce qui se passe lorsqu'il fait cette activité. Donc, le cahier d'auto-observation est un outil fondamental. Et puis, dernier point très important, c'est d'impliquer les proches. La pratique habituelle de la CBT est d'impliquer les proches s'ils peuvent aider le patient. Et la situation de confinement peut être une opportunité, mais ça peut être aussi source de difficultés. Et donc, à ce moment-là, il est important que les proches comprennent qu'ils peuvent aussi accentuer les difficultés dans cette situation et de les rendre conscients de cette difficulté. Et naturellement, la participation donc, des membres de la famille ou d'un conjoint peut être particulièrement important pendant cette période. Donc, les contacts étroits peuvent être des ressources, mais aussi peuvent accentuer les difficultés interpersonnelles et les changements d'humeur qui y sont associés et donc contribuent au maintien de la psychopathologie. Alors, bien sûr, les proches sont particulièrement utiles pour créer un environnement optimal pendant cette période de quarantaine. Et la session en ligne avec les proches
Ça, c'est au thérapeute en déterminer la fréquence. Nous verrons la modalité particulière tout à l'heure pour les adolescents. Eh bien, cette session a lieu immédiatement après une session en ligne de routine, c'est-à-dire en utilisant la même procédure que la CBT standard. Donc, première étape. À la suite de la première étape, deuxième étape. Donc, dans la deuxième étape, on évalue les facteurs de perpétuation du trouble et on revoit la formulation pour identifier les facteurs de maintien éventuels, relations interpersonnelles ou d'autres facteurs. Et donc, l'identification des obstacles au changement doit bien sûr inclure l'évaluation de l'attitude de la patiente à l'égard du traitement en ligne, l'utilisation de la procédure CBT en ligne et tout problème lié à l'isolement, à la peur de l'infection et aux relations interpersonnelles. Mais cela ne diffère pas de la stratégie CBT standard. Ce sont des éléments un peu spécifiques et particuliers liés à notre situation. Et puis s'engage la troisième étape, qui peut durer généralement 10 semaines dans les accès hyperphagiques et la boulimie. Quelquefois, les patientes ayant répondu très rapidement dans la boulimie à cette technique de la première étape, on peut quelquefois être amené à raccourcir la thérapie. Parfois, 12 ou 15 séances vont être suffisantes. Par contre, dans l'anorexie mentale, ça se prolonge vers 40, parfois 40 séances, au-delà de 40 séances. Donc, si de manière générale, les inquiétudes concernant le COVID-19 ont intensifié le désir du patient de contrôler son alimentation, ses efforts corporels et son poids, le thérapeute pourrait alors expliquer que le traitement nécessite de faire face aux difficultés, reconnaître que la pandémie rend le changement plus difficile et que le thérapeute peut aider le patient à réfléchir à des moyens plus utiles pour faire face à la situation. Et donc, durant cette étape, nous allons la revoir plus en détail. Il y a un module concernant l'image corporelle, concernant la restriction alimentaire, concernant les événements, l'humeur et la prise alimentaire, et un module concernant le perfectionnisme clinique, la faible estime de soi et les difficultés interpersonnelles. Alors, le modèle de l'image corporelle, je reviens à ce camembert que je vous présentais tout à l'heure, qui permet d'identifier quelle est la part des domaines de vie du sujet dans la représentation de soi, dans le sentiment de valeur personnelle. Et donc, ça consiste à identifier la surévaluation de soi, la surévaluation de l'importance du poids des formes corporelles et de ses conséquences. Et on travaille comme dans la procédure classique, je ne vais pas m'y étendre. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est de présenter aux patients ce camembert chez une personne qui n'a pas un trouble alimentaire. Et donc, de pouvoir examiner avec lui d'autres secteurs de la vie quotidienne, comme la famille, les amis, le sport, les sorties, l'école, qui peuvent participer à ce renforcement de l'estime de soi ou d'une auto-évaluation de soi qui soit plus positive. Et naturellement, un des obstacles durant cette pandémie, c'est l'isolement. Qui naturellement ne permet pas l'exercice de nombreuses activités interpersonnelles. Et certains patients peuvent être encouragés à réfléchir à ce que font leurs amis ou leurs collègues pendant cette période de quarantaine ou être encouragés à des entretiens Skype, des apéros Skype ou des entretiens avec leurs amis pour justement renforcer cette part de l'auto-évaluation qui va être rendue positive. Et donc, le thérapeute devra collaborer avec le patient pour réfléchir de manière créative à ce qui peut être fait pour développer d'autres domaines de vie dans ce contexte particulier, compte tenu des contraintes. Autre module concernant l'image corporelle, c'est de s'attaquer aux vérifications corporelles. Bien sûr, la plus fréquente, c'est la balance, mais ça, on s'y attaque d'emblée. Mais il y a d'autres modes de vérification corporelle. Et l'une de ces modes de vérification corporelle, c'est la comparaison. Et donc, l'isolement réduit les possibilités de comparaison sociale avec d'autres personnes dans le monde réel. Par contre, les comparaisons sociales avec les images des médias, dans les réseaux sociaux ou lors de réunions en ligne peut être augmentée. Et donc, il y a aussi des thèmes de travail dont on peut avoir l'opportunité.
Et donc, cette activité de comparaison en ligne doit être prise en compte dans la thérapie. Naturellement, certaines tâches en vue d'aborder la comparaison sociale seront plus difficiles à mettre en œuvre, puisque, par exemple, il y a des tâches qui sont proposées dans le manuel qui consistent à se comparer à 3 personnes dans la rue et puis de revenir avec ses observations voir chez le thérapeute, ou bien d'examiner le corps d'autres personnes et de venir avec ses observations chez le thérapeute, ce qui va permettre de travailler l'image corporelle. Aussi, il faut aborder les questions d'évitement des formes corporelles dans cette situation d'évitement, puisque l'isolement est un obstacle. Et donc, pour les relations interpersonnelles, par contre, l'isolement n'est pas un obstacle pour encourager la patiente à s'habituer à la vue d'elle-même ou au toucher de son corps. Il peut être plus difficile de permettre aux patients de s'habituer à ce que d'autres personnes voient leur corps, puisqu'il y a un manque d'activité, mais il y a des activités qui peuvent être pratiquées à domicile, comme l'application d'une lotion corporelle, le massage, l'automassage ou une autre personne de la maison, ou le yoga, qui sont aussi des activités dont on a montré qu'elles étaient intéressantes dans les procédures thérapeutiques des troubles alimentaires. Quant à se sentir gros, eh bien, il y a lieu bien sûr d'utiliser la procédure standard, car elle peut être augmentée chez les patients qui associent la réduction de l'activité physique à la sensation d'être gros. Alors, concernant le module de restriction alimentaire et des règles diététiques et des contrôles, je ne vais pas les lire puisque je vais mettre à votre disposition le PowerPoint. Vous pourrez les lire aisément à votre aise. Il y a 2 diapositives. Et notamment, ça concerne la préparation des repas, le contenu des repas, les règles diététiques. Je ne vais pas m'y attarder, vous aurez l'occasion de lire cela sur le PowerPoint. Et nous arrivons dans la 3e étape. La 3e étape, troisième étape, on a parlé donc de l'image du corps, préoccupation corporelle et ce qui est associé. Et 3e étape, c'est un autre module, c'est le module des événements, de l'humeur et de l'alimentation. Alors, ce module est important parce qu'il pourrait être utilisé plus souvent dans la CBT standard, car une quarantaine prolongée est souvent associée à des effets psychologiques négatifs, et notamment des symptômes de stress post-traumatique, de la confusion, de l'ennui et de la colère. Donc, c'est un module important. Et vous le savez que tous ces changements d'humeur peuvent influencer négativement l'alimentation de ces patientes et devront être traités avec les procédures CBT standards qui prévoient ces situations d'événements, de variations d'humeur ou d'alimentation problématique. Et puis, il y a la situation des revers, c'est-à-dire quand il y a des petites rechutes, ou de ce qu'on appelle l'état d'esprit, ce sont les rumanitions, les pensées du patient, la restriction cognitive, les règles qu'il se fixe. Et là, on utilise les mêmes stratégies et les procédures que la CBT standard. Par le travail sur la base du carnet d'auto-observation, mais la 6e colonne, pas les premières colonnes. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe dans les dernières colonnes. Et bien sûr, ce qu'on observe souvent, c'est que la structure alimentaire n'est pas respectée, alors qu'elle permet de supprimer la majorité des accès boulimiques, et cela en relation avec des événements de vie, des situations de stress, et que les boulimies résiduelles sont toujours explicables et doivent être analysées sur la base du carnet d'auto-observation. J'insiste sur le fait que ce carnet, enfin, ce n'est pas moi qui insiste, mais c'est l'auteur, qu'il faut le remplir en ligne, c'est-à-dire que l'entourage doit être informé, que l'adolescent ou que le jeune adulte ou le conjoint doit être informé que pendant le repas, il est peut-être en situation de devoir prendre des notes pour bien noter ce qui se passe. Et donc, ça devient très vite une habitude, il n'y a pas besoin de faire de la calligraphie. Les patientes mettent quelques notes et comme cela, ça peut être repris en entretien.
ça permet d'identifier bien sûr les déclencheurs des accès hyperphagiques. Un autre module important, c'est le module du perfectionnisme clinique, de la faible estime de soi et des difficultés interpersonnelles. Il va être aussi généralement plus souvent utilisé dans cette situation de pandémie, car les difficultés interpersonnelles peuvent survenir, être accentuées du fait de la quarantaine. Isolement des amis, des disputes avec les membres de la famille, qui vont maintenir le trouble alimentaire. Et nous arrivons, après donc 10 semaines, ou parfois beaucoup plus dans l'anorexie mentale, parfois un peu moins, à la 4e étape, où là c'est une séance toutes les 2 semaines, 3 séances. C'est la même stratégie que la procédure CBT standard. Et durant cette période, la patiente arrête les auto-enregistrements, 2 séances avant la thérapie, c'est-à-dire qu'elle doit avoir appris à faire elle-même des relations de cause en effet entre ces situations, la restriction alimentaire et les accès hyperphagiques éventuels, et donc les situations de vie. Donc elle-même, par le cahier d'auto-enregistrement, a appris à se connaître, et donc c'est un cahier qu'elle va pouvoir aller reconsulter éventuellement pour voir les modalités, les procédures qu'elle a pu utiliser dans les moments difficiles. Et donc, elle peut aussi noter dans ce cahier d'auto-observation les recommandations ou le travail qu'elle a pu faire ou qu'il a pu faire avec la thérapeute. Et puis, à ce moment, la patiente se pèse chez elle. Dans la situation présente, elle le fait déjà, ce qui lui permet de s'exposer de manière plus précoce à cette situation, de devoir être plus flexible par rapport à la lecture du chiffre qui apparaît sur la balance. Alors, dans la thérapie à distance, indépendamment de la pandémie, il est conseillé de prévoir des séances de suivi plus fréquentes que 2 ou 3 séances, par exemple à 4, 12 et 24 semaines. Dans la CBT standard, on prévoit 2 séances pendant la 4e séance et puis on prévoit une séance 6 mois plus tard. Donc, il y a 2 séances, une séance toutes les 2 semaines, 2 séances, un intervalle de 2 semaines, et puis on propose à la patiente une séance 6 mois plus tard. Dans la procédure à distance, on peut proposer quand même des séances intermédiaires avant cette séance définitive 6 mois plus tard. Alors, 2 adaptations, mais nous arrivons progressivement à la fin de cette présentation. Adaptation pour les patients sous poids, nous en avons déjà parlé. Ça ne demande pas d'adaptation par rapport à la procédure standard, si ce n'est que le thérapeute peut encourager la patiente à rétablir un poids normal pour surmonter les complications médicales associées à l'administration et qui pourraient augmenter le risque physique en cas d'infection à COVID-19. Et que d'autre part, durant la 3e étape, le thérapeute peut envisager de donner plus de conseils que dans la CBT standard, et notamment dans le but de créer des suppléments énergétiques de 500 calories qui soient vraiment des suppléments énergétiques, souvent à la base de féculents. La moitié, 50% de l'assiette, doit être des féculents. Ils peuvent aider la patiente à collaborer avec une diététicienne ayant une bonne connaissance des traitements spécifiques des troubles alimentaires recommandés. Mais il faut que cette diététicienne ait une bonne connaissance des traitements des troubles alimentaires parce que certains patients, lorsqu'ils consultent les diététiciens, les diététiciennes qui n'ont pas d'expérience des troubles alimentaires, transforment les conseils en règles diététiques, c'est-à-dire en restrictions cognitives, et il faut s'en prémunir de ces comportements de règles alimentaires. Alors, concernant les adolescents, c'est l'occasion de faire une publicité pour le manuel d'Allegrave Calucci qui va paraître le 15 mai, ici au mois de mai, qui est cette CBT adaptée aux adolescents. Donc, la CBT en ligne donc avec les adolescents, il y a quelques adaptations qui sont nécessaires. Notamment parce qu'on doit prendre en compte les défis particuliers dans les troubles alimentaires en lien avec l'adolescence, comme l'image corporelle, l'impulsivité, l'introversion, la relation avec les pairs, la gestion des émotions, le perfectionnisme, qui interfèrent dans le schéma dysfonctionnel de la représentation de soi, mais aussi, bien sûr,
du contexte familial dans lequel l'adolescent vit. Et donc, avec les adolescents, c'est comme la CBT standard, et je n'ai pas encore eu l'occasion de lire ce manuel puisqu'il n'est pas encore publié. Mais ce qui est important, c'est qu'en début d'évaluation, une séance de 50 minutes avec les parents uniquement soit programmée et qu'en cours de thérapie, plusieurs séances conjointes de 15 à 20 minutes avec les patientes et les parents en fin d'une séance individuelle soient également programmées. Alors, de nouveau, chez les patientes adolescentes qui suivent des règles alimentaires extrêmes, en excluant certains groupes d'aliments, il semble qu'avec les adolescents, il est intéressant de s'appuyer sur la pyramide alimentaire plus qu'avec les adultes. Ils connaissent cette pyramide alimentaire, ils l'ont parfois apprise à l'école, et c'est assez étonnant, c'est quelque chose qu'ils comprennent très bien. Toutefois, comme pour les adultes, le thérapeute doit être conscient que les patientes risquent de transformer des règles diététiques et donc il doit aussi prendre des mesures pour s'en prémunir. Alors, les adolescentes apprécient généralement les sessions en ligne. Elles ont moins de problèmes à gérer cette technologie. Le problème, c'est qu'elles n'aiment pas se montrer et donc ça peut parfois poser des problèmes. Mais elles ont aussi l'habitude des communications en ligne avec leur scolarité, puisqu'ils reçoivent des cours généralement en ligne. Je pense que c'est en France, c'est comme ça que ça se passe également. Le problème avec les adolescents, c'est qu'ils sont souvent moins conscients de la gravité d'un problème et que d'autre part, les complications de la malnutrition sont bien plus graves chez les jeunes patients que chez les adultes. Et donc, il est recommandé que ces patientes soient suivies régulièrement par un pédiatre ou un médecin généraliste qui connaissent bien ces troubles pour traiter les complications et éventuellement prévoir des hospitalisations avec des réalimentations dont maintenant elles peuvent être beaucoup plus intensives chez les adolescents, chez lesquels on ne doit pas craindre le syndrome de réalimentation inappropriée dès le moment où on prescrit des suppléments de phosphate, de magnésium, d'acide folique et autres. Il y a une procédure qui est très claire, qui a été proposée par les Australiens et que nous utilisons, nous, quel que soit le type de thérapie, CBT ou FBT, systématiquement si le jeune patient est dans un état médical préoccupant, parce qu'il faut restaurer quand même le fonctionnement cognitif et l'alimentation est bien utile de ce point de vue-là. Alors, dans certains cas, le thérapeute peut envisager la possibilité d'un contact en face à face avec le patient, mais alors il faut utiliser les précautions recommandées, et ça, vous les connaissez. Et donc, si dans ce face-à-face, il semble que le traitement peut être engagé, eh bien, à ce moment-là, la thérapie peut commencer. Dans la FBT, concernant l'anorexie mentale, on n'a pas nécessairement besoin toujours d'un accord formel du patient pour s'engager dans la thérapie. Par contre, dans la boulimie de l'adolescent, que ce soit dans la thérapie individuelle ou dans la thérapie familiale, nous avons besoin de la motivation du patient pour s'engager dans la procédure thérapeutique. De même, avec la thérapie individuelle, nous avons besoin d'une plus grande motivation du patient pour s'engager dans ce type de thérapie, autrement, ça ne marchera pas. Et donc, nous voilà arrivés à la fin de cet exposé. Il y a quelques publications sur le sujet. Vous en trouverez des références dans l'article que je vais vous montrer. Et donc, naturellement, dans le contexte du Covid-19, c'est presque devenu une obligation de travailler en ligne. Et chez l'adulte, lorsqu'on compare la thérapie en ligne à la thérapie standard, ce qui va se faire naturellement, tout à fait naturellement, les équipes de recherche se sont pensées sur le sujet, ont profité en quelque sorte du contexte pour comparer la thérapie en ligne à la thérapie CBT standard. Les participants font état d'une moindre satisfaction par rapport à cette méthodologie qu'avec les entretiens en face à face. Mais ce que l'on montre jusqu'à présent, c'est qu'il n'y a pas une moindre efficacité. Alors, il y a des facteurs modérateurs. Il est clair que si le patient ou la patiente a une plus grande confiance dans ses capacités à changer, la thérapie va conduire à un taux d'abandon inférieur. Et s'il y a une motivation externe à changer, ça va conduire aussi à un taux d'abandon inférieur. Il y a aussi un facteur médiateur dont je vous ai déjà exposé en début de traitement. C'est que la satisfaction liée au changement précoce a un rôle protecteur contre les taux d'abandon. Et donc, c'est les changements précoces qui conduisent à l'alliance thérapeutique, et je vous renvoie aux travaux de Waller sur le sujet. Ce n'est pas l'alliance thérapeutique
qui conduit au changement de comportement parce que lorsqu'on privilégie l'alliance thérapeutique, généralement, on travaille sur le plan cognitif et on ne travaille pas sur le plan alimentaire et donc le poids n'avance pas, n'augmente pas et donc ces conséquences du sous-poids persistent et les conséquences du sous-poids, ce n'est pas la psychothérapie qui va les régler. Et aussi, cette thérapie en ligne, les changements précoces conduisent aussi à une plus grande motivation autonome. Bien, et donc, voilà, vous l'aurez aussi sur le PowerPoint, je vous l'enverrai. J'ai créé un groupe sur LinkedIn qui s'appelle les psychothérapies du trouble alimentaire basées sur les données probantes. Sur lequel j'ai mis quelques publications, quelques traductions de publications. Donc, il suffit de vous mettre sur mon compte LinkedIn et puis de vous inscrire à psychothérapie du trouble alimentaire basée sur des données probantes et vous aurez accès à ces articles, à d'autres articles ou conférences concernant les thérapies FBT et CBT. Voilà, nous voilà arrivés à la fin de cet exposé. J'espère qu'il n'aura pas été trop dense, mais vous pourrez bénéficier du PowerPoint et je vous remercie pour, bien sûr, votre participation.